Bien, bonjour. Donc, merci Monsieur Larcher, merci François Hubault. Donc, moi, je suis François Deriot, je suis rédacteur en chef du magazine Santé et Travail, que certains d'entre vous connaissent. Je suis assez content, même heureux d'introduire cette première table ronde. Sortir du cadre, c'est un mot qui me va bien parce que c'est précisément ce qu'on a essayé de faire avec Santé et Travail depuis maintenant 25 ans. Et d'une certaine façon, je pense qu'on y est arrivé, mais ça n'a pas été sans mal. Et je crois que cette journée va permettre de voir comment on peut essayer de multiplier cette sortie de cadre un peu partout dans nos domaines d'activité. Voilà. Je vais passer la parole à Christophe Dejour, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire psychanalyse santé et travail, directeur de recherche à Paris 5, fondateur de la psychodynamique du travail et auteur de nombreux ouvrages dont les plus connus sont Souffrance en France, qui est paru au Seuil en 98, et puis dernièrement Le choix, souffrir au travail n'est pas une fatalité, qui est paru chez Bayard en 2015. Voilà, Christophe, c'est à vous. Donc, quelques propos assez brefs, puisqu'on m'a demandé de réduire à son minimum le temps de parole. Sortir du cadre, mais pas du débat, pas du délai. Justement, pour pouvoir laisser le débat se développer, il vaut mieux que je parle peu, donc ce sera très court. Depuis le 19e siècle, les liens entre santé et travail ont essentiellement été pensés comme des liens entre la santé du corps et les conditions de travail. Encore qu'il y ait eu des élargissements notoires dans les enquêtes ouvrières en Angleterre et aussi les enquêtes menées en France, en particulier si l'on se réfère à ce texte majeur de Villermé qui date de 1840, qui porte, le titre d'ailleurs l'indique, sur l'état physique et moral des ouvriers. Mais le fait est que la discussion ensuite s'est peu à peu concentrée sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur la question de la responsabilité et de la réparation des atteintes à la santé du corps qui sont d'ailleurs à l'origine du droit du travail. À la fin du XXe siècle, on assiste à un retour sur les questions relatives à l'état moral, pour reprendre le terme de Villermé, le terme de l'époque. On est donc sur l'état moral des travailleurs. Et à partir de 1980, on a pu établir que si la santé du corps est électivement liée aux conditions de travail, qui sont devenues l'objet de l'hygiène industrielle, de la sécurité, de la médecine du travail et de l'ergonomie. En revanche, la santé mentale est quant à elle électivement liée à l'organisation du travail. Par voie de conséquence, si l'on assiste à une augmentation des pathologies mentales au travail, il faut en chercher l'origine du côté de l'organisation du travail et plus précisément des transformations de l'organisation du travail dont ces pathologies sont le symptôme révélateur. L'investigation se déplace alors vers l'identification des transformations de l'organisation du travail à la fin du XXe siècle et surtout au début du XXIe siècle. Ici surgissent des difficultés scientifiques qui se cristallisent dans des désaccords sur la caractérisation de ces changements selon que l'on part de l'économie ou qu'on part de la sociologie ou qu'on démarre à partir des sciences de l'ingénieur, ou encore si l'on part de la clinique. Et de surcroît, entre les cliniciens, il y a aussi des désaccords. Certains auteurs pensent que ce qui est nouveau, c'est le harcèlement au travail, et le législateur les a suivis avec la loi de 2002. Mais pour d'autres cliniciens dont je suis, le harcèlement est tout sauf nouveau. Il est aussi vieux que le travail depuis l'esclavage de l'Antiquité et le servage de l'Ancien Régime, jusqu'aux petits chefs exerçant leur talent sur les chaînes de montage, dénoncés tout au long des grandes grèves de 1968. Alors, qu'entend-on par organisation du travail? Deux choses. D'abord, la division technique du travail, ou division des tâches entre les opérateurs. Et puis, deuxième volet, la division humaine
mises en place pour contrôler la bonne exécution des tâches prescrites, c'est-à-dire surveillance, discipline, hiérarchie, commandement, c'est-à-dire des modalités de direction des entreprises. Taylor, à titre de rappel, est l'auteur d'une direction scientifique du travail, le fameux Principles of Scientific Management. Il a fallu plus de 20 ans pour identifier les changements survenus dans l'organisation du travail qui sont spécifiquement en cause dans la détérioration de la santé mentale au travail qui avait été repérée depuis les années 1980. Naguère, l'organisation du travail était l'apanage des sciences de l'ingénieur. Ingénieur en organisation, ingénieur de conception, ingénieur des méthodes, ingénieur de production. Au tournant du XXe siècle, ces ingénieurs sont détrônés. Les gestionnaires prennent le pouvoir. C'est ce qui est désigné sous le nom de tournant gestionnaire. Les gestionnaires se détournent de la question du travail proprement dit. Ils abandonnent délibérément toute discussion sur le mode opératoire et ils y substituent une modalité tout à fait neuve de prescription qui se place désormais aux deux extrémités qui encadrent le travailler proprement dit, c'est-à-dire le mode opératoire. En amont, ils prescrivent des objectifs et en aval, ils enregistrent des performances. De l'entre-deux, ils ne veulent rien savoir. Du point de vue des rapports hiérarchiques, ceci recoupe les propos de M. Larcher tout à l'heure, il y a véritablement une entreprise d'occultation, ou tout simplement d'oubli, j'en sais rien, ce sera à discuter, du travail proprement dit. Du point de vue des rapports hiérarchiques, cela se traduit par la disparition de toute la dimension d'assistance technique aux équipes et de transmission des savoir-faire aux salariés, qui constituait une part importante des responsabilités d'un chef à l'époque où régnaient les ingénieurs, responsabilités qui jouaient un rôle central, un rôle essentiel, pardon, dans la construction de la coopération verticale. Les changements majeurs dans le registre de la prescription concernent le premier volet de l'organisation du travail. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet, la principale transformation touche au management lui-même. Le management se concentre désormais sur la seule fabrication des chiffres, supposés refléter fidèlement le travail réel. Ces chiffres sont produits à partir de sondages ponctuels appelés points de contrôle, lorsqu'ils sont effectués dans le sens top-down, ou reportings quand ils sont effectués dans le sens bottom-up. En fait, ces sondages ne peuvent sonder le travail réel que si les modes opératoires sont préalablement standardisés, ce qui est dans un grand nombre de secteurs d'activité économique un véritable contresens. Par exemple, dans les activités de service, dont le propre est précisément que les modes opératoires ne peuvent y être standardisés puisqu'ils doivent à chaque fois être ajustés aux caractéristiques de chaque bénéficiaire, en particulier en médecine, et je vous renvoie pour ce faire un livre important qui s'appelle « Art médical et normalisation du soin » de Julien Duménil aux Presses universitaires de France. C'est pourtant sur cette fabrication de chiffres que sont fondés le contrôle de qualité, la qualité totale, les normes ISO et les certifications. L'autre source de fabrication de chiffres est représentée par l'évaluation individualisée des performances, dont on sait aussi qu'elle n'a que peu de rapport avec le travail réel. En effet, ce que l'on mesure avec la performance, au mieux, c'est le résultat du travail. Mais il n'y a pas de proportionnalité entre le travail et le résultat du travail. On peut obtenir des performances mirobolantes sans beaucoup de travail et travailler beaucoup à des tâches utiles mais extrêmement difficiles avec des résultats ou des performances qui restent modestes. Mais l'évaluation individuelle des performances a d'autres inconvénients. En exaltant la performance individuelle, elle génère entre les agents une concurrence impitoyable qui devient bientôt une concurrence déloyale et qui ruine la confiance entre les membres d'une équipe et détruit peu à peu tous les liens de prévenance, de respect de l'autre, de savoir-vivre, d'entraide et de solidarité. Dans l'ombre
de l'évaluation individuelle des performances, la menace qui pèse sur chacun aboutit à l'isolation de chaque individu, au chacun pour soi, à la méfiance vis-à-vis des collègues et à la peur. Ces effets délétères sur le vivre ensemble et le monde social du travail ne sont pas un effet secondaire de l'évaluation individualisée des performances. C'est l'inverse. L'isolation de chaque individu est l'objectif de cette méthode de direction des entreprises, qui est la forme concrète que prend le néolibéralisme dans le monde du travail. La solitude, voire la désolation, c'est-à-dire le terme qui a été choisi en français pour traduire la notion de loneliness chez Hannah Arendt, la solitude, donc, voire la désolation, sont la matérialisation de la maxime néolibérale qui a été énoncée par Margaret Thatcher. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Reprise aujourd'hui par le New Public Management, la coopération, je cite, est le cache-sexe de la déresponsabilisation. Nous voulons des individus responsables. La destruction des liens d'entraide et de coopération se traduit par l'explosion des pathologies mentales. Mais dans le même mouvement, la destruction des liens de coopération a aussi des effets désastreux sur la productivité et sur la qualité. Le défaut d'entraide dans le travail oblige chaque individu à des efforts supplémentaires pour tenter de compenser l'effondrement de la coopération, d'où résulte une explosion des pathologies de surcharge, dont des revues comme Santé et Travail se sont largement fait l'écho depuis des décennies. De surcroît, chacun tente de combler l'absence de coopération vivante par des demandes d'information et des réponses à des demandes d'information qui envahissent les boîtes e-mail et gênent le travail de production proprement dit. L'analyse du tournant gestionnaire aboutit à la conclusion qu'en détruisant la coopération, les nouvelles méthodes d'organisation du travail dégradent la qualité de la production, nuisent à la productivité et génèrent dans le même mouvement la détérioration de la santé mentale au travail. À cette évolution, il n'y a aucune fatalité. Il est possible de reconstruire les conditions de formation de nouvelles modalités de coopération dans les trois dimensions de la coopération horizontale, de la coopération verticale et de la coopération transverse avec les bénéficiaires ou les clients. Il s'agit donc de reconstituer, pour reprendre le titre de cette journée, de reconstituer de nouveaux liens, et en particulier de nouveaux liens entre les travailleurs. Mais pour ce faire, le retour à l'analyse du travail réel est ici incontournable. En effet, la coopération ne tombe pas du ciel. Elle est fondée d'abord et avant tout sur une connaissance de mon travail par les autres et sur la connaissance que j'ai de leur façon à eux de travailler. Or, le travail vivant repose sur l'engagement subjectif de l'intelligence dans la gestion du décalage entre le travail prescrit et le travail effectif. Il en résulte que l'essentiel du génie de l'intelligence, qui est au fondement de la création de valeur, n'appartient pas au monde visible. Le travail vivant n'est ni observable ni mesurable. Il n'est connaissable qu'en passant par la parole de chaque travailleur, parole sur l'expérience qu'il fait du réel dans son travail et des solutions qu'il invente pour surmonter les obstacles que le réel lui oppose. En d'autres termes, la coopération repose sur la parole et sur l'écoute du travail dans des espaces spécifiquement voués à cette confrontation des expériences subjectives du réel, en vue de construire des accords sur les modus operandi et d'élaborer ensuite, ensemble, des règles de travail. Ces espaces sont désignés sous le nom d'espaces de délibération. Ces espaces de délibération, à leur tour, ne tombent pas du ciel. C'est précisément la responsabilité du manager que de rendre possible la délibération en vue de la coopération. Il s'agit donc d'une conception du management qui accorde cette fois la priorité à la mise en visibilité du travail vivant et à la délibération entre les travailleurs orientée vers la coopération. Ce management s'apprend et se transmet.
Des expériences ont déjà été faites depuis plusieurs années qui aboutissent à des résultats convaincants au regard de la productivité d'une part et de la santé mentale au travail d'autre part. Le choix du management coopératif représente un investissement immatériel. La maîtrise de la théorie et des principes de cet investissement est nécessaire pour pouvoir aborder la question qui sera débattue aujourd'hui d'un modèle économique capable d'en tirer les bénéfices, tant du point de vue de la production de valeur que de la reconstruction du vivre ensemble et du travail comme médiateur de l'accomplissement de soi et de la santé mentale. Merci.